Le confort est le piège le plus dangereux de notre époque. Il t'endort, te murmure que tu as déjà fait assez, qu'il n'est pas nécessaire de faire plus d'efforts. Et pendant que tu l'écoutes, tu perds la force, la discipline et la vie réelle que tu pourrais être en train de construire. Parce que la vérité est celle-ci, ce qui te transforme n'est pas dans la facilité, mais dans ce que tu fais quand tout en toi demande à abandonner. La croissance personnelle ne se réalise pas dans un fauteuil ni dans le calme de la routine confortable. Elle se forge dans les moments où tu choisis de faire un pas de plus, quand tu décides de continuer malgré la fatigue, quand tu te relèves après une chute qui semblait finale. Ce choix répété encore et encore est ce qui durcit ton caractère et te rend impossible à briser. Le processus est silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance immédiate. Personne ne te célèbre sur le chemin. Au contraire, il semble que rien ne change. Mais pendant que les autres se contentent, tu accumules une force invisible, comme des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre avant que l'arbre n'apparaisse. Quand il finit par pousser, personne ne comprend comment cela s'est produit, mais tu sais que c'était le résultat de chaque moment où tu n'as pas cédé. Ici, nous n'allons pas parler de motivations éphémères, ni de promesses vides. Nous allons parler de résistance réelle, de patience qui se transforme en pouvoir, de discipline qui devient ta marque. Parce que la vraie victoire n'est pas à l'extérieur, dans les trophées ou les éloges, mais à l'intérieur. En sachant que tu as été capable de résister, d'insister et de te relever. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui suit, ce sont 8 pratiques stoïciennes qui vont te montrer comment résister au confort et faire confiance à ce processus invisible qui, bien que personne ne le voit au début, finit par construire la version la plus forte de toi-même. 1. Démasque le mensonge du confort. Le confort est comme une vieille chaise que tu connais par cœur. Ce n'est pas la plus belle, ni la plus saine pour ton dos, mais tu t'y assieds parce que c'est facile, parce que c'est proche, parce qu'elle ne demande rien. Le problème est que plus tu passes de temps assis là, plus il devient difficile de te lever. Et quand tu décides enfin de le faire, tu as déjà perdu de la force, de la direction et de l'ambition. Le confort se déguise en repos. Mais en réalité, c'est un piège lent qui détruit ta discipline sans que tu t'en rendes compte. Il n'entre pas avec violence, il n'en a pas besoin. Il s'installe avec des sourires, des justifications douces, des excuses élégantes. Il te dit que tu le mérites, que tu en as déjà fait assez, qu'il n'y a pas de hâte. Et quand tu le crois, tu tombes. Il ne s'agit pas de vivre avec la douleur, il s'agit de cesser de vivre comme un esclave de la facilité. Tant que tu chercheras à te sentir à l'aise tout le temps, tu éviteras ce qui te fait vraiment grandir. Parce que oui, grandir fait mal, exige, dérange. C'est pourquoi si peu le font. Parce qu'il faut du courage pour regarder en face la routine qui t'affaiblit et la briser avant qu'elle ne te transforme en quelqu'un de méconnaissable. La première étape pour démasquer le confort est de cesser de le romantiser. Ce n'est pas de l'auto-soin, ce n'est pas de l'amour-propre, ce n'est pas de l'équilibre. Souvent, c'est juste de la paresse bien décorée. Le confort, c'est rester au lit alors que tu sais que tu devrais être en mouvement. Le confort, c'est accepter un travail que tu détestes parce qu'il te donne un salaire stable. Le confort, c'est rester dans des relations tièdes parce que tu as peur d'être seul. Le confort, c'est repousser l'effort et te faire croire que tu es raisonnable. Tu ne l'es pas, tu fuis. La deuxième étape est de pratiquer l'inconfort de manière consciente. N'attends pas que la vie te pousse, pousse-toi toi-même. Réveille-toi quand c'est le plus dur, bouge quand ton corps crie qu'il ne veut pas. Étudie quand ton esprit est saturé, termine ce que tu as commencé même si tu n'as plus envie. Parce que le problème est là, tu donnes trop de pouvoir à l'envie. L'envie n'arrive pas toujours. Parfois, tout ce que tu as, c'est ta parole et ta discipline, et c'est suffisant pour avancer. Entraîne ton esprit à agir même si ton corps proteste. C'est la véritable liberté, quand tu fais ce que tu dois, pas ce qui te tente. La troisième étape est d'identifier les micro-plaisirs qui te volent la vie. Tu n'as pas besoin d'éliminer tout ce qui te fait plaisir, mais tu dois apprendre à différencier ce qui te renforce de ce qui te distrait seulement.
Arrête de te récompenser pour avoir fait le minimum. Ne mets pas une série après 20 minutes de travail. Ne mange pas par anxiété. Ne vérifie pas ton téléphone toutes les 5 minutes comme s'il était ta source d'oxygène. Chaque fois que tu choisis un plaisir immédiat, tu repousses une victoire à long terme. Et cela a un coût. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais tu le ressentiras dans quelques années quand tu regarderas en arrière et te demanderas pourquoi tu n'as pas réussi ce que tu voulais. Ce n'était pas un manque de talent, c'était un excès de confort. La dernière étape est de te défier chaque jour. N'attends pas de grandes batailles. La guerre se gagne dans la simplicité, en te levant quand il n'y a pas de témoins, en donnant le meilleur de toi-même quand personne ne t'y oblige, en étant ferme quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu arrives à faire cela, alors tu es déjà au-dessus de la moyenne, parce que la plupart des gens restent à rêver, à planifier, à parler. Peu agissent, peu résistent. Peu décident de se mettre volontairement mal à l'aise pour devenir plus fort. Ne te mets pas à l'aise, ne t'endors pas, ne te trompe pas. Le confort est doux au début, mais amer dans la mémoire. 2. Fais le pas que la plupart n'osent jamais faire. Il y a des chemins que tout le monde connaît, des routes marquées par les traces de ceux qui marchent sans réfléchir. Elles sont confortables, sûres, prévisibles. Et c'est là que la majorité va, l'un après l'autre, sans se demander si cette direction leur appartient. Mais à un certain point, une bifurcation apparaît, un virage sans signe, un sentier sans garantie. C'est l'endroit où peu osent entrer. Et c'est là que commence le véritable changement. Parce qu'avancer quand tout est clair est facile, mais faire le pas que personne ne veut faire demande du courage, de la vision et de la détermination. La majorité observe, analyse, rêve, planifie. Mais elle s'arrête juste avant le moment clé, quand il faut bouger, décider, prendre des risques. Parce que ce pas dérange, effraie, rompt la routine. Et c'est là que tu dois te différencier. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu obtiendras la même chose que tout le monde. Et ce n'est pas une transformation, c'est une répétition déguisée. Faire ce pas que les autres évitent ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie agir malgré la peur. La peur sera là. N'attends pas qu'elle disparaisse pour commencer. Ce que tu dois faire, c'est bouger avec elle, la porter sur ton dos si nécessaire, mais ne pas laisser qu'elle te paralyse. Le premier conseil est clair. Prends des décisions qui te dérangent, mais qui sont en accord avec ce que tu veux construire. Pas avec ce qui te convient aujourd'hui, mais avec ce qui va te soutenir demain. Si tout le monde autour de toi choisit la facilité, toi, choisis ce qui te défie. Ne fuis pas le sacrifice. Le sacrifice intelligent ne te prend pas, il te façonne. Deuxième conseil, arrête de demander la permission pour avancer. Beaucoup de gens se retiennent en attendant la validation des autres. Ils veulent que quelqu'un leur dise que c'est le bon moment, qu'ils font bien les choses, qu'ils ne vont pas se tromper. Mais cela n'arrivera pas. Si tu as besoin de l'approbation externe pour agir, tu ne bougeras jamais librement. Apprends à être ton propre signal de départ. Personne ne te donnera le feu vert pour grandir, parce que ta croissance dérange ceux qui n'osent pas. Troisième conseil, accepte que le pas inconfortable ne donnera pas de résultats immédiats. Si tu attends une récompense instantanée, tu abandonneras très vite. Quand tu oses faire ce que peu font, tu entres dans un territoire inconnu. Le progrès là n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras perdu, tu douteras, tu penseras que c'était une erreur. Et c'est justement là que tu dois résister. Parce que cette confusion initiale fait partie du processus de construction. La majorité abandonne à ce stade. Toi, non. Tu continues. Quatrième conseil, entoure-toi de véritables inconforts, pas de discours. Beaucoup parlent de dépassement de soi, mais s'entourent de gens qui pensent pareil, qui vivent pareil, qui ne les confrontent pas. Si tu veux faire un pas différent, tu as besoin d'un autre type d'environnement. Des personnes qui l'ont déjà fait, qui te défient, qui te disent ce que tu ne veux pas entendre. Si tout le monde dans ton cercle est à l'aise, tu le seras aussi. Change d'environnement ou tu finiras par t'adapter à un qui ne te demande rien.
Et le dernier conseil, grave-toi ceci. Si le pas que tu veux faire ne te fait pas peur, il n'est probablement pas si important. La peur est un signe que tu sors de l'ordinaire. Ne la vois pas comme un ennemi. Considère-la comme un indicateur que tu vas dans la direction de quelque chose qui en vaut la peine. Fais ce pas. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Aujourd'hui. Même si ta voix tremble. Même si tu n'as pas tout clair. Même si personne ne t'accompagne. Parce que ce pas que les autres ne font pas, c'est le même qui peut changer ta vie complètement. 3. Ayez confiance en ce que tu construis de manière invisible. Il y a des racines qui poussent pendant des années sous la terre sans que personne ne les voie. Elles ne font pas de bruit, ne demandent pas de reconnaissance, ne brillent pas. Mais quand cet arbre finit par percer la surface, il est déjà inarrêtable. Il est soutenu par tout ce qui s'est passé en silence. Il en va de même pour toi. Ce que tu fais maintenant peut ne pas être remarqué. Personne ne t'applaudit pour te lever tôt, pour étudier pendant que les autres se reposent, pour maintenir la discipline quand tu n'as pas de résultat. Mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Cela signifie simplement que tu construis quelque chose de profond, quelque chose qui n'a pas besoin de validation pour continuer à grandir. Et avoir confiance en cela est l'une des batailles les plus dures. Le problème est que nous sommes entraînés à attendre des résultats rapides. Tu publies quelque chose et tu veux des likes. Tu vas à la salle de sport pendant 2 semaines et tu veux voir des changements. Tu commences un projet et tu veux qu'il porte ses fruits tout de suite. Mais la croissance réelle ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas conçue pour nourrir l'ego, mais pour te transformer de l'intérieur. Et cette transformation prend du temps, de l'effort, de la constance. Elle ne se voit pas au début, mais elle se ressent. Tu sens que tu deviens plus fort, plus concentré, plus résistant. Même si les autres ne le remarquent pas, tu le sais. Et cela suffit. Le premier conseil pour maintenir cette confiance est simple. Arrête de comparer ton processus à celui des autres. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis ton focus. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont sacrifié, ni à quelle étape ils en sont. Tu es à la tienne, et c'est tout ce qui devrait t'importer. Se comparer est un poison lent pour la motivation. Et la motivation est fragile quand tu ne comprends pas que ton progrès n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Deuxième conseil, crée des rituels qui te rappellent pourquoi tu as commencé. Il est facile d'oublier quand les résultats n'arrivent pas. C'est pourquoi tu as besoin de rappels visibles de ce que tu construis. Écris tes objectifs, répète-les, entoure-toi de symboles qui te maintiennent connecté à ton but. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est une structure mentale. Parce que si tu ne nourris pas ta vision, tu vas l'abandonner au milieu du brouillard. Et le brouillard apparaît toujours quand tu es sur le point de repousser tes limites. Troisième conseil, continue à bouger même si tu ne te sens pas motivé. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils s'arrêtent parce qu'ils ne ressentent pas la même chose qu'au début. Mais il ne s'agit pas de ressentir, il s'agit d'agir. La discipline consiste à continuer quand tu n'es plus inspiré, quand ce n'est plus excitant. Si tu ne fais les choses que quand tu en as envie, alors ton progrès dépendra toujours de ton humeur émotionnelle. Et c'est une énorme faiblesse. Aie confiance en ce que chaque jour compte, même ceux qui semblent inutiles. Quatrième conseil, entoure-toi de silence. Ne raconte pas tout à tout le monde. N'explique pas ton processus à ceux qui ne le comprennent pas. Parce que souvent la pression vient du fait de vouloir prouver quelque chose avant l'heure. Mais ce que tu construis n'est pas fait pour impressionner, c'est fait pour te soutenir. La vraie croissance n'a pas besoin de publicité. Elle a besoin de concentration, de patience et de constance. Apprends à apprécier cet espace où seul toi sais ce que tu fais. Parce que c'est là que se forme la vraie force. Et le dernier conseil, arrête de douter de toi simplement parce que tu ne vois pas encore les fruits. Aie confiance en la semence. Aie confiance en chaque nuit que tu as passé à t'efforcer pendant que les autres dormaient. Aie confiance en cette fatigue que personne ne comprend, en cette constance que personne n'applaudit, en cet effort qui semble invisible. Parce que même si cela ne se voit pas maintenant,
Un jour, tout cela va exploser. Et quand cela arrivera, il ne sera plus possible de le cacher. L'invisible, quand il est soutenu, devient inévitable. Aie confiance en cela. Et continue. 4. Transforme la patience en ton pouvoir secret. Le temps est comme une rivière que l'on ne peut pas forcer. Tu peux lui crier dessus, tu peux le maudire, tu peux essayer de le pousser, mais son rythme ne change pas à cause de ton anxiété. Et pourtant, la rivière arrive toujours là où elle doit arriver. La patience, c'est ça. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation, c'est une force intérieure contenue. C'est savoir que tout ce qui vaut la peine nécessite son rythme et sa maturation. C'est l'art de ne pas te trahir pendant que tu attends que ce que tu construis prenne forme. La plupart se désespèrent trop tôt. Ils veulent les résultats maintenant. Ils veulent sentir le changement dans le corps, dans l'esprit, dans la vie. Et comme ils n'arrivent pas à la vitesse qu'ils désirent, ils abandonnent. Ils changent de but, de routine, de dessein. Et ainsi, ils n'accomplissent jamais rien, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable pouvoir n'est pas dans la course rapide, mais dans la résistance plus longue que les autres. La patience est ce muscle mental que peu entraînent, mais ceux qui l'ont dominent tout processus. Premier conseil, arrête de compter les jours. Quand tu te concentres trop sur le résultat, tu perds la valeur du processus. Le progrès n'est pas toujours visible, et le mesurer de manière obsessionnelle ne génère que de la frustration. Au lieu de te demander quand ça va marcher, concentre-toi sur la répétition de ce que tu sais qui te construit. Si tu fais ce qui est correct, encore et encore, le résultat va arriver. Pas quand tu le voudras, mais quand il le devra. Point. Deuxième conseil, élimine le besoin de gratification immédiate. Entraîne-toi à résister sans récompense. Tout acte ne doit pas avoir une récompense instantanée. Chaque effort ne doit pas se sentir bien. Fais ce que tu dois faire, même quand il semble que cela ne sert à rien. Parce qu'en réalité, ça sert. Mais seulement si tu es assez constant pour que cette graine germe. Le problème est que beaucoup abandonnent juste avant la germination. Point. Troisième conseil, apprends à vivre avec le vide. Il y a des moments où tu ne vas pas sentir de progrès, ni de clarté, ni de motivation. Et cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que tu es dans la partie la plus difficile du processus, où tout semble immobile, mais à l'intérieur, quelque chose bouge. La patience est d'accepter le silence sans te briser, c'est de continuer même si tu n'as pas de preuve que ça fonctionne. Point. Quatrième conseil, observe ton progrès en rétrospective, pas en temps réel. Le véritable changement se remarque quand tu regardes en arrière et que tu te rends compte que tu n'es plus qui tu étais, que ton esprit est plus fort, que tes habitudes sont plus solides, que ta capacité à résister a grandi. Tu ne vois pas cela jour après jour, tu le vois après des semaines, des mois. Mais pour arriver à ce point, tu dois persévérer. Point. Dernier conseil, utilise la patience comme stratégie, pas comme punition. Il ne s'agit pas d'attendre assis. Il s'agit d'agir calmement, de ne pas te précipiter pour prouver quoi que ce soit, de ne pas brûler les étapes par anxiété. Celui qui se désespère se sabote. Celui qui fait confiance au rythme avance sans perdre d'énergie. La patience n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise émotionnelle. Et celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. Point. Être patient n'est pas rester immobile. C'est bouger sans désespérer, agir sans crier, construire sans chercher des applaudissements. C'est avoir confiance en ce que tu fais, même si cela ne porte pas encore de fruits, cela prend des racines profondes. Et cela, même si on ne le voit pas, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Point. 5. Fais de chaque chute un nouveau départ. La vie ne te brise pas seulement une fois, elle le fait par étapes, avec précision, avec des moments que tu ne vois pas venir. Parfois, elle te plie d'un coup, d'autres fois, elle t'use lentement de l'intérieur. Mais il y a toujours ce moment où quelque chose tombe. Tes plans, ta confiance, ta force. Et là, à ce point précis où beaucoup abandonnent, c'est là que commence la véritable transformation. Car ce n'est pas la chute qui te définit, c'est ce que tu fais juste après.
Tomber n'est pas une erreur. Rester au sol, oui. Car chaque chute a un message que tu n'entends que si tu oses lever la tête. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, ça fait tellement mal que la dernière chose que tu veux, c'est continuer. Mais dans cette décision, dans ce moment cru où tu choisis de réessayer, naît une version plus forte de toi. Celle qui ne dépend plus de l'approbation de personne, ni du résultat immédiat, ni de l'environnement parfait. Celle qui se construit avec des cicatrices et non avec des promesses vides. Point. Premier conseil, arrête de maudire ce qui t'a renversé. Ne perds pas de temps à chercher des coupables ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Cette énergie ne fait qu'alimenter le ressentiment et le ressentiment t'affaiblit. Accepte la chute comme faisant partie du processus, non pas comme une punition, mais comme un ajustement. Parfois, tu as besoin de perdre quelque chose pour découvrir ce que tu es vraiment capable de soutenir. Point. Deuxième conseil, relève-toi avant de te sentir prêt. Attendre de se sentir fort pour recommencer est un piège. Car si tu attends de te sentir fort pour bouger, tu ne bougeras jamais. Commence faible, incertain, tremblant si nécessaire, mais commence. L'élan ne vient pas de l'extérieur. Tu le crées en bougeant avec toutes tes blessures. Point. Troisième conseil, fais de la chute une maîtresse, pas une ennemie. Demande-toi ce qu'elle t'a montré, ce qu'elle t'a révélé de toi, quelle partie de ton caractère s'est brisée, non pas pour te torturer, mais pour te reconstruire avec plus de conscience. Chaque fois que tu tombes, quelque chose se révèle. Ton niveau d'attachement, ta dépendance émotionnelle, ta résistance interne. Et si tu arrives à voir cela clairement, tu peux vraiment travailler sur toi. Point. Quatrième conseil, ne répète pas la chute par orgueil. Il y a ceux qui trébuchent sur la même pierre parce qu'ils refusent de changer de chemin, parce qu'ils ont du mal à reconnaître que leur stratégie ne fonctionne pas, que leur façon de penser les limite, que leur environnement n'est plus approprié. Apprendre de la chute, ce n'est pas seulement se relever, c'est aussi corriger le cap. Si tu fais la même chose en espérant des résultats différents, tu creuses ton propre marasme. Point. Dernier conseil, célèbre ta capacité à recommencer. Ce n'est pas courant. La plupart des gens restent dans le regret, dans l'excuse, dans la culpabilité. Mais tu peux choisir quelque chose de différent. Tu peux regarder ton point le plus bas comme l'endroit d'où tu vas reconstruire ta grandeur. Tu n'as pas besoin que personne ne le comprenne. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. Car chaque chute est une invitation à te refaire avec plus de force, plus de clarté et plus de décision. Point. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'être redessiné. Tu n'es pas perdu, tu es sur le terrain où se forgent les véritables changements. Tu n'es pas en retard, tu apprends à bouger avec du poids. Fais de chaque chute une base, pas une tombe. Car la chute n'est pas la fin, c'est juste le moment précis où commence ton nouveau départ. Point. 6. Fais taire le bruit qui t'affaiblit. Un esprit saturé est comme une pièce pleine de voix qui parlent en même temps. Certaines crient, d'autres murmurent, certaines répètent la même chose encore et encore. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas écouter ta propre conscience. Le problème est que tu as vécu si longtemps avec ce bruit que tu le confonds avec ton identité. Tu penses que cette anxiété constante, ce doute, cette critique interne font partie de toi. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des interférences accumulées de tout ce que tu as laissé entrer sans filtre. Opinions d'autrui, jugements familiaux, messages des réseaux sociaux, voix du passé. Et si tu n'apprends pas à faire taire ce bruit, il te consume de l'intérieur. Point. Le bruit ne vit pas seulement à l'extérieur, il est aussi en toi, déguisé en pensées répétitives qui te volent de l'énergie. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon », « je perds mon temps », les autres avancent plus vite, pourquoi continuer? Elles ne proviennent pas toujours de ton essence. Beaucoup viennent de ce que tu as entendu pendant des années. Et si tu ne fais pas une coupure, si tu n'établis pas de contrôle, tu finis par vivre selon une narration que tu n'as même pas écrite. Point. Premier conseil, réduis l'exposition à des stimuli inutiles.
Ton esprit n'est pas conçu pour absorber tout ce que tu vois et entends en une journée. Tu n'as pas à avoir un avis sur chaque sujet. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de continuer à te comparer à des vies éditées. Commence par limiter le temps que tu passes devant les écrans. Il ne s'agit pas d'éteindre le monde, mais d'apprendre à choisir ce qui mérite ton attention. Ce qui entre par tes yeux et tes oreilles affecte ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu agis. Point. Deuxième conseil, pratique le vrai silence. Je ne parle pas seulement d'éteindre le téléphone ou d'être seul dans une pièce. Je parle d'apprendre à être avec toi, sans distraction, sans musique, sans conversation, sans remplir chaque seconde avec quelque chose d'externe. 5 minutes par jour en silence complet te montre l'état réel de ton esprit. Si tu ne peux pas supporter cela, c'est que le bruit interne te domine déjà, et cela doit changer. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour écouter ce qui compte. Point. Troisième conseil, remets en question chaque pensée négative avant de l'accepter comme vérité. Ton esprit peut te mentir avec des arguments très convaincants. Il peut déguiser la peur en logique, l'insécurité en prudence, la paralysie en analyse. Chaque fois que tu te surprends à répéter une idée qui t'affaiblit, arrête-toi. Demande-toi d'où elle vient, si elle te sert, si elle t'aide à avancer. Toutes les pensées ne méritent pas de rester. Certaines sont là simplement parce que tu les as laissées entrer sans résistance. Point. Quatrième conseil, protège ton environnement mental comme tu protèges ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ton espace personnel. Alors pourquoi laisses-tu n'importe qui habiter tes pensées? Il y a des gens qui ne savent parler qu'à partir de la peur, de la plainte ou de la médiocrité. Si tu passes du temps avec eux, leur énergie devient la tienne. Tu n'as pas besoin de les haïr ni de les confronter. Tu as juste besoin de mettre de la distance et de t'entourer de stimuli qui t'élèvent, pas qui te tirent vers le bas. Point. Dernier conseil. Deviens le filtre de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais tu peux décider de ce que tu conserves à l'intérieur. Chaque pensée que tu laisses grandir en toi a des conséquences. Si tu sèmes la peur, tu récoltes la paralysie. Si tu sèmes le doute, tu récoltes l'abandon. Mais si tu sèmes la concentration, la clarté et la conviction, ce que tu construis sera solide. Le bruit sera toujours là, mais c'est toi qui décides si tu lui donnes du volume ou si tu l'éteins. Point. Faire taire le bruit ne signifie pas te retirer du monde. C'est prendre le contrôle de ton esprit pour qu'il cesse d'être un champ de bataille et devienne ton refuge. 7. Sois fidèle à ta propre parole. La parole est comme une épée. Si elle est aiguisée et utilisée avec honneur, elle coupe le faux, ouvre des chemins, protège ce qui compte. Mais si elle est rouillée, si elle est lancée sans intention, sans engagement, elle finit par se retourner contre toi. Il n'y a rien qui affaiblit plus la force intérieure que de te promettre quelque chose et de ne pas le tenir. Car chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, tu t'apprends à toi-même que tes paroles n'ont pas de valeur. Et si toi-même tu ne crois pas en ce que tu dis, personne d'autre ne le fera. Point. Il ne s'agit pas seulement de grandes promesses. Le dommage s'accumule dans le petit. Tu as dit que tu te lèverais tôt et tu ne l'as pas fait. Tu as dit que tu commencerais ce projet et tu l'as reporté. Tu as dit que tu t'éloignerais de ce qui te fait du mal et tu es revenu. Chacune de ces fractures crée un fossé entre qui tu es et qui tu devrais être. Tu t'habitues à te décevoir, tu te justifies, tu deviens expert en expliquant pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse. Et ce modèle silencieux érode ton respect de toi-même. Point. Premier conseil, fais moins de promesses et tiens-les toutes. Tu n'as pas besoin de remplir ta vie d'engagement pour te sentir productif. Tu as besoin de dire moins et de faire plus. Parle seulement quand tu as une véritable intention de tenir ta parole. Et si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le même si personne ne te regarde, même si tu n'as plus envie, même si l'excitation initiale est passée. Ta parole doit peser, il doit faire mal de la briser. Point. Deuxième conseil, commence par le minimum, mais rends-le inébranlable. Si aujourd'hui tu décides que tu vas lire 5 pages, alors lis-les.
Si tu décides que tu vas marcher 20 minutes, fais-le sans excuse. La clé n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de transformer l'ordinaire en un acte de caractère. Car lorsque tu accomplis le petit, tu t'entraînes à soutenir le grand. La discipline se construit dans l'invisible. Point. Troisième conseil, ne négocie pas avec la voix qui t'affaiblit. Cette voix intérieure qui te dit que tu peux le faire demain, que cela n'a pas d'importance aujourd'hui, que personne ne s'en rendra compte, est la voix que tu dois défier. Car chaque fois que tu cèdes à elle, tu perds du pouvoir. Et chaque fois que tu la confrontes et que tu tiens ta parole, tu deviens plus ferme, plus respectable, plus fort. Ta parole ne dépend pas du contexte, ni de l'humeur, ni des circonstances. Elle dépend de ta décision de l'honorer. Point. Quatrième conseil, place ta parole au-dessus du désir. Car le désir change. Aujourd'hui, tu veux dévorer le monde, demain, tu ne veux pas sortir du lit. Mais si chaque décision dépend de comment tu te sens, tu vivras piégé dans l'instabilité. Ta parole doit être l'encre qui te soutient lorsque le désir s'en va. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fiable, d'être quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Point. Dernier conseil, rappelle-toi que le respect ne s'exige pas, il se construit. Et la façon la plus solide de le construire est d'être cohérent avec ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de convaincre personne, ni de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de tenir tes propres engagements, surtout quand personne ne t'applaudit. Car la véritable force se mesure dans l'intimité, dans ce que tu fais quand il n'y a pas de témoins, dans la façon dont tu te tiens même quand personne ne te le demande. Point. La loyauté à ta parole est la base de ton identité. Si tu apprends à ne pas te décevoir, tu n'auras plus besoin de l'approbation des autres. Tu seras quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui promet. Et dans un monde plein de bruit et de paroles vides, cela fait de toi une personne différente, non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle accomplit. Point. 8. Poursuis la récompense qui ne s'achète pas. Il existe deux types de récompenses, celle qui brille rapidement et s'estompe avec le temps, et celle qui se construit lentement mais demeure. L'une s'achète, se montre, s'exhibe. L'autre se gagne en silence et toi seul sais combien elle vaut. La plupart courent après ce qu'ils peuvent montrer, argent, reconnaissance, apparence, chiffres. Mais quand tout cela disparaît ou devient insuffisant, il ne reste que le vide. Parce qu'il ne s'agissait jamais de ce que tu as, mais de qui tu es quand personne ne te regarde. Point. Poursuivre des récompenses externes n'est pas une erreur. L'erreur est de croire que cela te donnera la paix. Il n'est pas mauvais de vouloir améliorer ta vie, aspirer à plus, chercher la stabilité, mais si tous tes efforts sont dirigés uniquement vers ce que tu peux accumuler ou montrer, tu vivras avec une anxiété qui ne disparaît jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, quelqu'un mieux placé, quelqu'un de plus visible. Et si ta valeur dépend de ce qui se voit, alors tu es fragile. Point. Premier conseil. Redéfinis ce que signifie gagner. Gagner n'est pas impressionner. Gagner, c'est être libre, dormir en paix, te respecter toi-même. C'est construire une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper. C'est regarder ton reflet et savoir que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, que tu n'as pas trahi tes principes pour t'intégrer, que tu n'as pas changé ton chemin juste pour une récompense momentanée. Ce genre de victoire ne s'achète pas, elle se forge. Point. Deuxième conseil. Mesure ton progrès par ce que tu cultives à l'intérieur, pas par ce que tu peux montrer à l'extérieur. Tu développes de la force lorsque tu fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Tu grandis lorsque tu es discipliné, sans attendre des résultats immédiats. Tu gagnes lorsque tu choisis le respect de soi, plutôt que la reconnaissance externe. Personne ne voit ce progrès, mais toi, tu le sens, et cela suffit. Point. Troisième conseil, rejette les récompenses bon marché. Il y a des raccourcis qui semblent efficaces, mais qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Mentir pour gagner rapidement, céder ta dignité pour obtenir l'approbation, imiter les autres juste pour être accepté. Tout cela a un coût invisible, cela te fragmente.
Tu perds en authenticité, tu perds en clarté, tu perds le respect de la personne la plus importante, toi-même. Point. 4e conseil, construis ta valeur de l'intérieur. Quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Tu attires des opportunités, des relations, du respect, non pas pour ce que tu sembles être, mais pour la force que tu projettes. Une force qui naît de savoir qui tu es, d'être ferme, de vivre avec un but. C'est la récompense qui ne peut être achetée ni imitée, parce qu'elle se voit dans ta façon de parler, de décider, de marcher. Point. Dernier conseil, comprends que la plus grande récompense est la transformation personnelle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas le corps parfait, ce n'est pas la réussite visible. C'est devenir quelqu'un qui ne renonce pas facilement, qui tient sa parole, qui pense clairement, qui choisit avec discernement, qui se relève avec force après chaque coup. Cette transformation est ton bouclier. Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut la feindre, personne ne peut l'atteindre sans avoir payé le prix de l'effort constant. Point. Cherche cette récompense, celle qui ne peut être achetée, celle qui ne peut être mesurée en chiffres, celle qui ne dépend pas des likes ou des éloges, celle qui se gagne dans l'intimité de ton effort quotidien, quand tu fais ce qui est juste même si personne ne le remarque. C'est celle qui te fera dormir tranquille, marcher fermement et vivre avec un sens. Et celle-ci, bien que peu la comprennent, est la seule qui vaille vraiment la peine. Point. Merci d'être resté jusqu'à... Le bruit a détruit plus de rêves que l'échec. Chaque fois que tu révèles ce qui n'est pas encore prêt, tu ouvres la porte à des mains qui ne devraient pas le toucher. Pense au fer qui, lorsqu'il est trop exposé à l'air, rouille, non pas par faiblesse, mais par une exposition constante. Il en va de même pour les mots. Lorsqu'ils sont lancés prématurément, ils commencent à user ce qui était fort, en silence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les grandes rivières coulent calmement, parce qu'elles gardent leur force sous la surface. Seuls les ruisseaux bruyants font du bruit en descendant. Les objectifs et les plans ressemblent à ces rivières. S'ils ont vraiment du pouvoir, ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils avancent simplement. Mais quand tu parles trop, tu transformes ta rivière en un ruisseau bruyant. Tu attires l'attention de regards qui n'ajoutent rien. Tu suscites l'envie, tu ouvres des fissures pour les critiques et tu uses l'essence de ce qui est à peine en train de grandir. Celui qui sait se taire comprend que le silence n'est ni vide ni faiblesse, c'est une stratégie. Les mots que tu ne dis pas protègent ce que tu aimes construire. Ce que tu gardes aujourd'hui en toi n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Si tu t'es demandé pourquoi parfois les projets stagnent ou s'effondrent sans raison apparente, regarde combien tu as parlé d'eux avant qu'ils n'aient des racines. Peut-être que ce n'était ni le destin ni la malchance, mais le bruit. Parler moins et agir plus n'est pas une suggestion romantique, c'est une nécessité pour quiconque veut voir des résultats réels. 1. Le pouvoir de se taire jusqu'à ce que ce soit réel. Le feu qui s'éteint le plus rapidement n'est pas toujours celui qui manque de combustible, mais celui qui est exposé au vent alors qu'il commence à peine à naître. Il en va de même pour les idées et les rêves. À leur stade le plus fragile, un simple commentaire d'autrui, un regard incrédule ou un conseil mal donné suffisent à les affaiblir. C'est pourquoi se taire jusqu'à ce que ce soit réel n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. C'est donner à ce qui compte l'espace pour devenir fort loin du bruit et des mains qui ne comprennent pas sa valeur. Dans la Chine ancienne, on racontait l'histoire d'un jeune constructeur qui rêvait de construire un pont capable de relier deux villages séparés par une rivière tumultueuse. Chaque nuit, il travaillait en silence, dessinant des plans, choisissant des pierres, observant le cours de la rivière. Mais un jour, excité par ses progrès, il commença à raconter aux autres ce qu'il prévoyait de faire. Certains se moquaient, d'autres disaient que c'était impossible, et d'autres encore lui donnaient des conseils contradictoires. Peu à peu, le jeune homme a cessé de faire confiance à ses propres calculs et a commencé à essayer de plaire aux opinions des autres. Le pont n'a jamais été terminé, non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il a laissé le bruit entrer dans son processus. La leçon était claire, certaines choses ne grandissent que lorsqu'elles sont protégées du jugement prématuré.
Le silence est ce refuge qui empêche ce qui est immature de se briser par la curiosité d'autrui. Lorsque vous décidez de vous taire jusqu'à ce que quelque chose devienne réel, vous érigez un mur invisible qui ne laisse pas passer la critique ni l'envie, mais qui ne permet pas non plus à l'ego de se nourrir de compliments prématurés. Souvent nous parlons pour nous sentir validés, pour que les autres reconnaissent notre effort, mais cette validation ne donne pas de force. Au contraire, elle vole l'élan que vous devriez investir dans le travail continu. Se taire jusqu'à ce que ce soit réel est aussi un exercice d'humilité et de discipline. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque pas que vous faites, ni de chercher une approbation constante. Ce qui doit parler pour vous, c'est le résultat, pas les promesses. Dans un monde où tout le monde veut montrer ce qu'il fait avant de le terminer, apprendre à garder le silence est un acte de rébellion et de pouvoir. C'est choisir la patience plutôt que la précipitation, la consistance plutôt que l'apparence. Si vous observez les réalisations les plus solides de votre vie, vous remarquerez qu'elles ont grandi en silence. Vous n'avez pas tout partagé, vous n'avez pas cherché à être applaudi en cours de route. Vous avez gardé l'essentiel pour vous et l'avez laissé mûrir. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une erreur a probablement été exposé trop tôt et est devenu faible face à l'opinion des autres. Les mots sont comme l'air. Une fois lâchés, il n'y a pas moyen de les reprendre. Et chaque mot ouvre une porte à l'interprétation d'autrui, qui peut devenir un obstacle. Pratiquer le silence jusqu'à ce que ce soit réel signifie apprendre à reconnaître ce qui mérite d'être partagé et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de vivre caché ni de se méfier de tout le monde, mais de respecter le processus de ce qui est encore en formation. C'est comme protéger un feu au milieu de la tempête. Vous le couvrez avec vos mains, vous ne le montrez pas au vent. Il y aura ceux qui voudront donner leur avis, ceux qui exigeront de savoir ce que vous faites, ceux qui confondront votre silence avec de la faiblesse. Mais vous ne devez pas oublier que le silence est aussi un langage qui dit « je suis occupé à construire ». Ce que vous taisez n'est pas un secret, c'est un pacte avec vous-même pour ne pas donner votre énergie à des voix externes qui ne comprennent pas votre but. Parler moins, c'est garder de la force. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est prendre soin de votre travail. 2. Protège tes plans comme un trésor. Une coffre vide n'éveille pas d'intérêt, mais un coffre plein d'or attire les regards, les questions et même les mains qui tentent de l'ouvrir. Tes plans sont ce trésor en construction, et chaque fois que tu en parles prématurément, tu laisses les autres voir l'éclat qui n'est pas encore prêt à être montré. Les protéger ne signifie pas te cacher du monde. Cela signifie prendre soin de ce qui a de la valeur pour qu'il ne s'affaiblisse pas ou ne se perde pas par négligence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les commerçants les plus sages ne montraient pas tout ce qu'ils avaient sur le marché. Ils gardaient le meilleur pour le moment précis, parce qu'ils savaient que l'anticipation faisait partie de leur richesse. Tes plans nécessitent le même soin. Si tu les partages avec n'importe qui, tu leur retires de la force et tu les exposes à des opinions qui peuvent semer le doute. Tous ceux qui entendent tes objectifs ne veulent pas te voir réussir. Certains critiqueront parce qu'ils ne comprennent pas, d'autres envieront parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, et quelques-uns essaieront de te décourager pour que tu ne progresses pas. Il ne s'agit pas de vivre avec paranoïa, mais de comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ce qui est encore en train de naître. Pour protéger tes plans comme un trésor, la première chose est d'apprendre à identifier avec qui tu partages tes intentions. Demande-toi, cette personne apporte-t-elle quelque chose, me guide-t-elle, me motive-t-elle ou satisfait-elle simplement sa curiosité? Si la réponse n'est pas claire, garde le silence. Tes plans ne sont ni un spectacle, ni un secret honteux, ils sont quelque chose de sacré qui doit être protégé jusqu'à ce qu'il puisse se défendre par lui-même. Le deuxième conseil est de limiter les mots que tu utilises pour décrire ce que tu fais. Parfois, tu n'as pas besoin d'une longue explication ni de justifier chaque étape. Dire « je travaille sur quelque chose d'important » suffit. Cela ne protège pas seulement ton énergie, cela évite aussi que les gens te pressent avec des questions ou émettent des jugements prématurés.
Plus tu expliques peu, moins il y a de chances que quelqu'un essaie de détourner ton attention. Le troisième conseil est de fixer des limites claires dans les conversations. Il y aura ceux qui insisteront pour en savoir plus que nécessaire, mais tu n'es pas obligé de donner des détails. Apprendre à dire « je préfère ne pas en parler pour l'instant » est une façon de prendre soin de ta tranquillité d'esprit. Une limite n'est pas de la grossièreté, c'est de l'auto-soin. Un autre point essentiel est de créer un espace physique et mental où seul toi as accès à tes idées. Cela peut être un cahier, un journal numérique ou une simple libreta que tu utilises uniquement pour noter tes objectifs et stratégies. En l'écrivant pour toi, tu renforces ton engagement interne sans dépendre de la validation externe. De plus, tu réduis la tentation de le partager avec n'importe qui. Le silence doit également être accompagné d'action. Il ne sert à rien de garder les plans si tu ne travailles pas dessus avec constance. Protège ton temps et ton énergie comme tu protèges tes idées. Établis des horaires pour avancer dans ce que tu cherches et évite que les distractions te volent l'élan. Cela rend l'acte de protection tangible. Tu ne fermes pas seulement la bouche, tu fermes également la porte à ce qui interfère avec ton progrès. Enfin, rappelle-toi qu'un trésor n'a pas besoin d'être annoncé pour avoir de la valeur. Ton objectif ne devient pas plus grand en étant raconté, il devient plus fort grâce à l'effort que tu y consacres. Si tu apprends à prendre soin de tes plans comme tu prendrais soin d'un bien précieux, tu éviteras que les opinions des autres les érodent. Les plans protégés mûrissent mieux, grandissent avec moins de pression et se présentent au monde quand ils sont déjà solides, pas quand ils sont encore fragiles. 3. Parle seulement quand c'est nécessaire. Le tranchant d'une épée s'use plus vite lorsqu'il est utilisé sans raison. Chaque fois que tu la brandis sans nécessité, elle perd une partie de sa force. Il en va de même pour les mots. Plus tu les utilises pour des choses sans importance, moins ils ont d'impact quand cela compte vraiment. Apprendre à parler seulement quand c'est nécessaire n'est pas se taire par timidité. C'est conserver le tranchant de ta voix pour les moments qui méritent d'être coupés avec précision. Dans la vie quotidienne, l'impulsion de parler peut être traître. Nous voulons donner notre avis sur tout, expliquer trop, justifier nos décisions, voire remplir les silences gênants avec des mots vides. Mais chaque phrase que tu lâches sans nécessité consomme de l'énergie et, pire encore, te rend vulnérable aux interprétations des autres. Lorsque tu parles inutilement, tu livres des morceaux de toi que d'autres peuvent utiliser pour te juger, te critiquer ou te distraire de ton objectif. Parler moins, c'est apprendre à choisir les batailles qui en valent la peine. Pour le pratiquer, le premier conseil est d'apprendre à reconnaître l'intention derrière chaque mot que tu vas dire. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose à la situation, résout un problème ou cherche simplement à remplir l'espace? Si cela n'a aucune fonction claire, garde-le. Au début, cela coûtera parce que nous sommes habitués à réagir, mais avec la pratique, tu découvriras que le silence est plus puissant qu'il n'y paraît. Le deuxième conseil est de stopper le besoin d'expliquer tout. Tu n'as pas toujours besoin de justifier tes actions, ni de convaincre tout le monde que tes raisons sont valables. Parfois, il suffit de dire ce qui est juste. Je ne peux pas. Ce n'est pas le moment. Ou, je préfère garder mon opinion. Parler avec peu de mots mais ferme te fait paraître plus déterminé et sûr de toi. Les gens respectent davantage celui qui ne se perd pas en explications. Un autre aspect essentiel est d'éviter l'habitude de répondre par impulsion. Lorsque quelqu'un te provoque ou cherche à t'entraîner dans une discussion, le silence peut être ta meilleure défense. Chaque réponse inutile est comme donner du bois à brûler au feu du conflit. Pratique la pause avant de répondre, respire et considère si cela vaut vraiment la peine de répondre ou si le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. Il est également important de limiter les conversations qui tournent autour des ragots ou des plaintes. Ce sont des mots qui ne construisent rien et qui finissent par drainer l'énergie. En choisissant de ne pas y participer, tu ne prends pas seulement soin de ta paix intérieure, tu montres aussi que ta voix ne se prête pas à alimenter le bruit. Ton temps et ton énergie valent plus que nourrir des discussions sans sens. Un conseil pratique pour améliorer cette discipline est de te consacrer à observer plus qu'à parler.
Écouter attentivement te donne un avantage. Tu comprends mieux les autres, tu analyses les situations avec clarté et tu évites de commettre des erreurs en te précipitant à donner ton avis. Parler moins ne te rend pas invisible. Au contraire, cela te rend plus perspicace et stratégique. De plus, apprends à apprécier le poids des mots. Lorsque tu décides de dire quelque chose, assure-toi qu'il soit direct, utile et respectueux. Les mots bien choisis sont comme des outils de précision. Ils font le travail sans effort supplémentaire. En revanche, les mots vides se dispersent sans laisser d'impact. Enfin, rappelle-toi que se taire ne signifie pas se réprimer ni permettre aux autres de te marcher dessus. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est utiliser ta voix comme une ressource précieuse, pas comme un bruit de fond. 4. Fais du silence ta plus grande discipline. L'eau qui reste calme au fond d'un lac semble faible face au rugissement des vagues de la mer, mais elle cache une force sereine qui soutient la vie et la profondeur. Ce calme est l'essence du véritable silence. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas la passivité, c'est la maîtrise de soi. Celui qui fait du silence une discipline apprend à ne pas être emporté par les impulsions ou le bruit qui l'entoure. Dans la vie quotidienne, se taire semble simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles à maîtriser. Le désir de répondre rapidement, de se défendre face à une critique, de se vanter de ses réussites ou de remplir les espaces avec des mots inutiles, finit par briser le contrôle que l'on croyait avoir. Faire du silence, ta plus grande discipline, exige de reconnaître que tout ne mérite pas ta voix ni ton énergie. Il y a des questions qui se répondent par un regard, des provocations qui se démontent par l'indifférence, et des commentaires qui ne méritent pas de réponse. Le premier conseil pour appliquer cette pratique est d'apprendre à faire une pause avant de parler. La plupart des erreurs dans les conversations sont commises par la hâte de réagir. Lorsque tu ressens l'urgence de répondre, fais une brève pause. Ce petit geste te permet d'évaluer si ce que tu vas dire apporte quelque chose ou si cela ne vient que de l'impulsion d'avoir le dernier mot. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela te donnera la capacité de répondre avec fermeté et sérénité. Le deuxième conseil est de créer des moments de silence volontaire dans la journée. Il ne s'agit pas seulement de faire taire les autres, mais de faire taire ton esprit. Consacre quelques minutes le matin et le soir à t'éloigner du bruit, mets de côté ton téléphone et évite les distractions. Cette habitude t'aidera à entraîner le contrôle sur tes propres pensées et réduira le besoin de réagir à tout ce que tu entends ou lis. Un esprit qui sait se taire devient moins vulnérable aux provocations extérieures. Un autre aspect essentiel est de pratiquer le silence dans différents environnements. Applique cette discipline au travail, avec des amis, sur les réseaux sociaux et même lors de discussions familiales. Pose-toi la question avant de parler. Est-ce que cela apporte de la valeur ou est-ce que cela alimente seulement le bruit? Si cela n'apporte rien de réel, laisse le silence parler pour toi. Avec le temps, les gens apprendront à écouter avec plus d'attention lorsque tu décideras d'exprimer quelque chose. Il est également important d'apprendre à tolérer le vide que laisse le silence dans les conversations. Beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise et cherchent à le combler avec des mots précipités, mais le silence révèle souvent plus sur les autres que sur toi. Reste ferme dans ce calme, car c'est là que tu découvres les véritables intentions de ceux qui t'entourent. Le silence, en outre, protège ton énergie. Chaque mot est de l'énergie qui sort de toi et ne revient pas. C'est pourquoi garde cette force pour travailler, pas pour expliquer. L'effort constant et silencieux laisse des fruits visibles, tandis que le bruit ne fait qu'alimenter des attentes vides. Un autre conseil utile est de contrôler les émotions qui ont tendance à te pousser à réagir. La colère, l'orgueil ou le désir de prouver quelque chose ont tendance à te pousser à dire ce que tu regrettes ensuite. Avant de répondre, identifie l'émotion qui cherche à sortir et décide si elle mérite d'être exprimée. Maîtriser les mots, c'est aussi maîtriser les émotions qui les provoquent. Enfin, comprends que le silence ne signifie pas faiblesse ni soumission. C'est un acte conscient de maîtrise de soi et de respect de soi.
Cela signifie que tu choisis quand parler et que ta voix sera entendue non pas parce qu'elle est fréquente, mais parce qu'elle est précise. 5. Que ta progression soit ta voix. La lumière d'un phare n'a pas besoin d'annoncer sa présence, elle brille simplement et tout le monde la voit. C'est ainsi que devrait fonctionner ta progression, silencieuse mais évidente, sans discours ni explication. Lorsque les résultats parlent pour toi, il n'y a aucun argument qui puisse les nier, ni aucune opinion qui puisse les affaiblir. Faire de ton avancement ta véritable voie est un art qui exige de la patience, un effort constant et, surtout, l'humilité de ne pas chercher la reconnaissance avant l'heure. Dans un monde qui récompense l'apparence plutôt que le travail réel, beaucoup ressentent le besoin de montrer chaque pas qu'ils font pour recevoir une approbation immédiate. Le problème est que cette habitude ne nourrit pas la progression, elle l'épuise. L'énergie qui devrait être investie pour continuer à avancer finit par être utilisée pour impressionner les autres. C'est pourquoi le premier conseil pour que ta progression soit ta voie est de résister à la tentation de montrer des résultats à mi-chemin. Ne partage pas ce qui n'est pas encore prêt. Attends d'avoir des faits solides, pas des promesses ou des ébauches. Le deuxième conseil est de fixer des objectifs clairs et mesurables uniquement pour toi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir combien de pas tu as fait, combien il te reste à faire ou quels obstacles tu rencontres. L'important est que tu les connaisses et que tu les utilises comme guide silencieux. Cela te permet de te concentrer sur l'effort réel et non sur les attentes des autres. De plus, cela réduit la pression de sentir que tu dois prouver quelque chose aux autres à chaque instant. Il est également essentiel d'apprendre à laisser le temps faire son travail. Les réalisations les plus significatives n'apparaissent pas du jour au lendemain, elles nécessitent de la constance. Maintiens un rythme de travail qui soit durable et ne te laisse pas freiner par l'absence d'applaudissements immédiats. Le véritable progrès se construit en silence, avec une discipline quotidienne, non avec des publications ou des discours motivants. Un autre point important est d'utiliser les petites avancées comme motivation personnelle et non comme matière à impressionner. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une preuve que tu vas dans la bonne direction. Reconnais-le en privé, célèbre-le si nécessaire, mais évite qu'il ne devienne un spectacle. Cela protège ton énergie et empêche les autres de minimiser ton effort. Apprends à accepter que tout le monde ne verra pas ta croissance immédiatement. Certains ne la reconnaîtront même pas lorsqu'elle sera devant leurs yeux. C'est pourquoi ton objectif ne doit pas être de convaincre qui que ce soit, mais de continuer à avancer. Le progrès se remarque dans la transformation de ta vie, dans les résultats tangibles et dans le respect que tu génères avec le temps, pas dans le nombre de mots que tu utilises pour l'expliquer. Une stratégie pratique est de consacrer du temps à mesurer ta propre progression de manière privée. Cette habitude te maintient motivé et t'évite de dépendre de l'approbation externe pour continuer. Enfin, laisse tes actions être si cohérentes qu'elles n'ont pas besoin d'être défendues. Le travail constant parle plus fort que toute justification. Lorsque les gens verront les résultats, ils comprendront la valeur de ton silence. Les mots sont vite oubliés, mais les faits laissent une trace. Que ta progression soit ta voix signifie lâcher la nécessité d'impressionner et la remplacer par l'engagement envers le travail réel. C'est choisir de démontrer avec des résultats plutôt qu'avec des explications, de construire avec constance plutôt que de promettre avec des mots. 6. La discrétion est ton meilleur bouclier. Un mur ne se construit pas toujours avec des pierres. Parfois, il se dresse avec prudence. La discrétion est ce mur invisible qui protège ce que tu valorises, non pas parce que tu le caches, mais parce que tu ne permets pas à n'importe qui d'y avoir accès. Celui qui apprend à être discret n'a pas besoin de hausser la voix ni de s'expliquer. Il sait simplement protéger ce qui est important et ne montrer que ce qui est nécessaire. Dans un monde où tout est exposé et partagé instantanément, la discrétion est devenue un acte de pouvoir. Tout le monde ne doit pas savoir dans quoi tu travailles, ce que tu prévois ou ce dont tu rêves. Plus tu révèles, plus tu ouvres de portes pour que les autres donnent leur avis, jugent ou interfèrent. La première règle de la discrétion est de reconnaître que toutes les informations ne méritent pas de sortir de ton cercle intime. Décide quoi raconter, quand et à qui.
Et souviens-toi qu'une fois les mots prononcés, ils ne peuvent plus être repris. Le premier conseil pour pratiquer la discrétion est d'arrêter de justifier chaque décision. Si tu changes de cap, tu n'as pas besoin d'expliquer tes motivations à tout le monde. Souvent, les gens posent des questions par curiosité, pas parce qu'ils se soucient de ton bien-être. Apprends à répondre par des phrases courtes « Je travaille sur quelque chose de nouveau » ou « Je préfère ne pas donner de détails pour l'instant ». Ces réponses sont suffisantes pour maintenir des limites claires sans paraître évasif. Le deuxième conseil est de limiter l'accès que les autres ont à ta vie personnelle. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou méfiant, mais de reconnaître que les gens ne devraient savoir que ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Cela inclut ce que tu partages sur les réseaux sociaux, au travail et même avec des amis proches. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est prendre soin de ce qui t'appartient. Une autre clé importante est de maintenir des conversations significatives uniquement avec des personnes qui ont démontré leur loyauté et leur respect. Parler avec ceux qui ne comprennent pas ta vision ou ne valorisent pas ton effort peut devenir un risque, car l'information mal interprétée se transforme en critique, rumeur ou jalousie. Choisis à qui tu donnes accès à ton esprit et à tes plans, avec la même prudence que tu choisirais à qui donner une clé de ta maison. Il est également essentiel de s'entraîner à garder le silence dans les moments de tension. Parfois, la pression d'une discussion nous fait révéler des choses que nous préférerions garder. Pratiquer le calme et respirer avant de répondre évite de partager des détails qui pourraient être utilisés contre toi. La discrétion, en ce sens, est plus que du silence. C'est de l'autocontrôle. Une stratégie utile est d'observer comment les gens réagissent à ce que tu partages peu. Les personnes qui respectent ta discrétion ont tendance à ne pas insister ni exiger d'explications. En revanche, ceux qui insistent pour en savoir plus sont souvent ceux qui méritent le moins cette information. Apprends à prendre ces signaux comme un guide pour garder ton cercle protégé. Enfin, comprends que la discrétion ne doit pas être vue comme un obstacle aux relations, mais comme un filtre qui améliore la qualité de celles-ci. En ne partageant que ce qui est nécessaire, tu conserves ton énergie, évites les malentendus et protèges l'essence de tes projets et émotions. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de préserver ce qui te renforce. La discrétion est ton meilleur bouclier car elle empêche que le bruit externe affaiblisse ton travail, ta paix et ta direction. 7. Écoutez plus, révélez moins. Le chasseur patient ne fait pas de bruit dans la forêt parce qu'il sait que chaque son effraie sa proie. C'est ainsi que fonctionne l'écoute. Plus vous vous taisez, plus vous captez ce que les autres ne voient ni n'entendent. Celui qui apprend à écouter plus et à révéler moins, non seulement évite les problèmes, mais obtient également des informations qui lui donnent un avantage et une clarté. Les mots que vous ne dites pas deviennent un espace pour mieux comprendre l'environnement, les gens et vous-même. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à nous précipiter pour parler, comme si les conversations étaient des compétitions pour voir qui dit le plus. Cette impulsion à intervenir constamment vole l'opportunité d'apprendre du silence. Écouter plus n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Cela vous permet de comprendre les véritables intentions derrière les mots des autres, de détecter les mensonges déguisés en gentillesse et de percevoir des émotions qui ne s'expriment pas avec la voix. Le premier conseil pour pratiquer cette attitude est de s'entraîner à la patience pendant les conversations. N'interrompez pas et ne vous précipitez pas pour répondre, laissez l'autre personne s'exprimer jusqu'à la fin. Souvent, le plus précieux est dit après une pause inconfortable. En vous taisant, vous donnez de l'espace pour que l'autre révèle ce qu'il pense ou ressent vraiment. Le deuxième conseil est de poser des questions qui aident à mieux comprendre, mais sans révéler trop de vous-même. Poser des questions montre de l'intérêt, mais ne vous oblige pas à partager vos propres détails. Un autre point clé est de résister à la tentation de remplir les silences avec des mots inutiles. Le silence inconfortable gêne celui qui ressent le besoin de se justifier ou d'impressionner. Mais pour celui qui cherche la clarté, c'est un allié. Laissez les autres se précipiter pour expliquer, se trahir avec leurs mots.
pendant que vous observez calmement. Écouter plus implique également d'observer le langage non verbal. Parfois, les gestes, les tons et les pauses en disent plus que le discours complet. Prêter attention à ces détails vous permet de mieux comprendre les situations et d'agir avec plus d'intelligence. Pour révéler moins, commencez par limiter les informations personnelles que vous partagez sans raison. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez, ce que vous prévoyez ou ce que vous ressentez. Cette pratique ne vous rend pas seulement plus réservé, elle vous rend également moins prévisible et plus difficile à manipuler. Une autre recommandation est d'utiliser des phrases courtes et directes lorsque vous devez répondre. La clarté ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans leur précision. Dites assez pour être compris, mais évitez de donner du matériel que d'autres pourraient mal interpréter ou utiliser contre vous. De plus, évitez l'habitude de partager des réussites ou des problèmes avec n'importe qui vous écoute. Toutes les oreilles ne sont pas sûres, et toutes les opinions ne valent pas la peine. Apprenez à faire la différence entre les moments où vous cherchez des conseils et ceux où vous parlez juste pour vous soulager. Garder ce qui n'a pas besoin d'être raconté fait partie de la force personnelle. Écouter plus et révéler moins transforme les relations et la perception que les autres ont de vous. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui observe, comprend et agit avec un but, pas comme quelqu'un qui se précipite pour donner son avis et s'exposer. Cet équilibre entre entendre et se taire est un outil puissant pour maintenir votre énergie concentrée et votre vie protégée. Un dernier conseil est de pratiquer le silence actif, celui dans lequel vous ne vous taisez pas seulement, mais vous prêtez une attention complète. Maintenez un contact visuel, acquiescez quand c'est nécessaire et montrez un intérêt authentique. 8. Motivez-vous en silence. Le feu qui brûle en secret est souvent celui qui produit le plus de chaleur. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention ni de briller devant les autres, car sa force réside dans la chaleur qu'il garde en lui. Votre motivation doit être la même, silencieuse, solide, nourrie de l'intérieur et non dépendante des applaudissements ou des attentes des autres. Lorsque vous parvenez à vous motiver en silence, vous cessez de chercher des stimuli externes et commencez à marcher par conviction personnelle. Aujourd'hui, beaucoup confondent motivation et exhibition. Ils publient chaque pas qu'ils font, cherchent des commentaires encourageants et mesurent leur progrès par le nombre de réactions qu'ils reçoivent. Cette habitude finit par devenir un piège, car en dépendant de l'approbation externe, l'élan s'éteint dès que les applaudissements disparaissent. Le premier conseil pour vous motiver en silence est de comprendre que la véritable force ne vient pas de ce que les autres attendent de vous, mais de ce que vous décidez de faire, même lorsque personne ne regarde. Le deuxième conseil est de définir des objectifs clairs qui vous inspirent sans avoir besoin de les partager. Écrivez dans un cahier ce que vous voulez accomplir et les raisons pour lesquelles vous le faites. L'avoir par écrit, juste pour vous, crée un engagement qui ne se nourrit pas du jugement des autres. La motivation silencieuse est plus stable parce qu'elle repose sur vos propres valeurs et non sur les fluctuations de la reconnaissance publique. Il est également important d'apprendre à célébrer les petites avancées en privé. Chaque pas que vous faites mérite d'être reconnu, mais n'a pas besoin d'être montré. En célébrant en silence, vous renforcez la relation avec vous-même et réduisez la pression d'impressionner les autres. Cela maintient l'élan vivant et empêche que les attentes externes influencent votre chemin. Un autre conseil utile est de cultiver des habitudes quotidiennes qui renforcent votre discipline. La motivation silencieuse ne dépend pas des émotions momentanées. Elle se construit avec des actions répétées qui deviennent une partie de votre routine. Se lever tôt, respecter les entraînements, étudier sans que personne ne vous le demande ou consacrer du temps à vos projets, tout cela alimente un progrès qui n'a pas besoin de crier pour exister. De plus, apprenez à utiliser les défis comme carburant interne. Au lieu d'annoncer vos obstacles ou de vous plaindre d'eux, faites-en une partie de votre histoire silencieuse. Chaque difficulté surmontée en silence renforce votre caractère et vous prépare à des réalisations plus grandes.
Pour rester motivé sans dépendre du bruit extérieur, évitez de comparer votre progrès à celui des autres. La comparaison constante vole de l'énergie et crée de l'anxiété. Rappelez-vous que votre chemin est unique et que ce qui est précieux ne se mesure pas toujours à ce que les autres peuvent voir. Concentrez-vous sur la qualité de votre effort, pas sur la visibilité de vos réalisations. Enfin, comprenez que le silence ne signifie pas l'isolement. Vous pouvez avoir des personnes de confiance avec qui partager vos victoires et vos échecs, mais vous n'avez pas besoin d'exposer chaque pas au public. Vous motiver en silence, c'est apprendre à marcher avec des pas fermes pendant que le monde reste distrait par le bruit. C'est choisir de travailler sur ce qui compte, même lorsque vous ne recevez pas de reconnaissance, et laisser le résultat final parler pour vous. Cette motivation est plus forte parce qu'elle ne dépend pas de facteurs que vous ne contrôlez pas, et, par conséquent, elle ne s'éteint pas lorsque les autres cessent de regarder. De plus, évitez l'habitude de partager vos réalisations ou vos problèmes avec quiconque vous écoute. Toutes les oreilles ne sont pas sûres, et toutes les opinions ne valent pas la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots, tu as deux chemins. Perdre le contrôle et te rabaisser à son niveau, ou rester ferme, maître de toi-même. C'est la différence entre la faiblesse et la véritable force. Il ne s'agit pas de gagner des discussions ou de crier plus fort, il s'agit de montrer que ton esprit ne peut pas être emporté par la provocation. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qu'on nous dit, mais comment nous décidons de l'interpréter. Marc Aurèle rappelait que la véritable victoire est de se dominer soi-même. Sénèque, quant à lui, avertissait que la colère est l'émotion la plus inutile, car elle détruit plus celui qui la ressent que celui qui la reçoit. Ici, tu apprendras 5 réponses stratégiques qui ne cherchent pas à détruire l'autre, mais à t'élever au-dessus de la confrontation. Des réponses que tu peux appliquer dans la vie réelle, dans n'importe quelle situation, pour démontrer dignité, intelligence et sérénité. Ce n'est pas un discours de calme naïf, c'est un entraînement de pouvoir. Le pouvoir de répondre avec sang-froid quand on veut allumer ton feu, le pouvoir de transformer la critique en croissance et le pouvoir de faire du conflit une opportunité de respect. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras ne sont pas des phrases vides, ce sont des armes silencieuses que tout stoïcien authentique porte avec lui. Le contrôle, des questions intelligentes, la dignité et la capacité de se taire quand le silence pèse plus que 1000 mots. Ici commence le chemin pour arrêter de réagir comme n'importe qui et commencer à répondre comme quelqu'un qui maîtrise vraiment son monde intérieur. 1. Choisis le contrôle plutôt que la colère. La colère est comme un poison que quelqu'un laisse devant toi en espérant que tu le boiras. Le flacon est ouvert, l'odeur est forte et la tentation de le goûter semble inévitable. Mais au moment où tu le fais, c'est toi qui es empoisonné et non la personne qui l'a mis sur ton chemin. La provocation sera toujours présente, que ce soit dans le trafic quand quelqu'un t'insulte depuis sa voiture, au bureau quand un collègue cherche à te ridiculiser devant tout le monde, ou à la maison quand une dispute familiale s'enflamme pour une broutille. Le monde te pousse à réagir et attend de te voir perdre le contrôle parce que c'est le plus facile, le plus commun, ce que fait la majorité. Ce qui est difficile, c'est d'être maître de soi-même quand tout autour de toi t'invite à perdre ton calme. Le stoïcisme enseigne que la colère n'apporte jamais de bons fruits. Sénèque disait qu'aucun homme qui cède à la colère ne peut être juste. Et il avait raison parce que la colère obscurcit la vision, déforme les mots et transforme un petit problème en une catastrophe inutile. Celui qui se laisse dominer par la colère croit montrer sa force, mais en réalité il montre sa faiblesse. Il montre qu'un autre a eu le pouvoir sur ses émotions. La véritable force réside dans le fait de ne pas tomber dans ce piège, de décider que ton esprit ne s'abaissera pas à être l'esclave d'une impulsion passagère.
Le contrôle est une arme silencieuse, plus puissante que n'importe quel cri, car celui qui reste serein au milieu de la tempête oblige l'autre à se confronter à lui-même. Pense à une réunion de travail où quelqu'un t'attaque avec sarcasme. Si tu réponds sur le même ton, la discussion montera jusqu'à devenir personnelle. Mais si tu choisis le calme et réponds sur un ton mesuré, en exposant des faits plutôt que des émotions, tu évites non seulement le chaos, mais tu gagnes aussi le respect de ceux qui observent. Contrôler la colère ne signifie pas toujours rester silencieux. Cela signifie choisir avec froideur comment répondre pour que tes mots construisent plutôt que détruisent. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les interprétations que nous en faisons, et c'est là la clé. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit, mais tu peux contrôler ce que tu permets à ces mots d'éveiller en toi. Quand tu choisis le contrôle, tu transformes ces mots en air qui se dissout, en bruit qui ne mérite pas de place en toi. La maîtrise de soi est une pratique quotidienne, pas quelque chose qui apparaît de nulle part, et elle se renforce à chaque confrontation. Chaque fois que tu décides de ne pas céder à la colère, tu entraînes ton caractère, comme un guerrier qui s'exerce pour la bataille la plus importante, la bataille contre lui-même. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. Et cette phrase résume ce que signifie le contrôle, car en refusant de réagir avec colère, tu montres à l'autre qu'il n'a pas de pouvoir sur toi, et en même temps, tu te prouves à toi-même que tu as grandi, que ton esprit gouverne tes impulsions. Dans la vie quotidienne, appliquer ce principe est plus simple qu'il n'y paraît. Quand quelqu'un te provoque, respire avant de parler. Rappelle-toi que chaque seconde de calme est un mur que tu élèves contre la colère. Demande-toi si ce que tu vas dire apportera quelque chose ou ne fera qu'alimenter le feu. Souvent, la véritable victoire n'est pas dans la réponse que tu donnes, mais dans celle que tu décides de ne pas donner, dans le silence qui coupe la confrontation et oblige l'autre à se confronter à son propre vide. Choisir le contrôle plutôt que la colère n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande preuve de force intérieure. Car n'importe qui peut se laisser emporter par l'impulsion, mais seul celui qui a entraîné son esprit peut maintenir son calme quand tout l'incite à le perdre. 2. Répondez avec des questions, pas avec des attaques. La confrontation verbale ressemble à un jeu d'échecs. Certains font leur premier mouvement en lançant une attaque directe, espérant que vous répondrez avec la même force et entrerez dans leur jeu. Mais le joueur intelligent ne se précipite pas, observe, analyse et place une pièce qui oblige l'adversaire à repenser sa stratégie. Dans une discussion, cette pièce intelligente est les questions, car pendant que les autres perdent de l'énergie à crier et à lancer des reproches, vous prenez le contrôle de la situation calmement, faisant en sorte que l'autre révèle plus de lui-même qu'il ne voulait montrer. Répondre avec des questions est une pratique profondément stoïcienne, car elle vous permet de maintenir la sérénité et en même temps de démonter l'agression sans recourir à la violence verbale. Lorsque quelqu'un vous lance une attaque, la première chose qu'il attend est que vous réagissiez avec la même intensité. Si au lieu de cela vous lui demandez « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» ou « Pourquoi ressens-tu le besoin de le dire ainsi ?» vous changez immédiatement le cours du dialogue. Épictète insistait sur le fait que la meilleure défense est de questionner nos propres perceptions avant de réagir. Et cette même logique peut être appliquée à l'autre. Poser des questions n'est pas seulement un bouclier, c'est aussi un miroir, car cela oblige l'attaquant à regarder ce qu'il dit vraiment et à affronter le vide qui se cache souvent derrière ses mots. Marc Aurèle a également écrit que les discussions sont rarement gagnées avec des cris, mais avec de la clarté, et il n'y a rien de plus clair qu'une question bien posée qui coupe l'hostilité. Dans la pratique quotidienne, c'est très utile. Imaginez une réunion de travail où quelqu'un vous accuse sans raison, au lieu de répondre par un « toi aussi » ou avec un ton défensif. Vous pouvez regarder en face et demander calmement « Peux-tu me donner un exemple concret de ce que tu dis ?» Cette simple question place l'autre personne sur un terrain inconfortable, car elle l'oblige à soutenir ses paroles avec des faits, et si elle n'en a pas, son attaque perd de sa force. Dans un environnement familial, lorsque quelqu'un fait un commentaire sarcastique, vous pouvez demander « Qu'essaies-tu de dire avec ça ?»
Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. L'important est que votre question ne porte pas de poison, mais de la sérénité, car si vous posez des questions avec sarcasme, vous tombez dans le même jeu que vous essayez d'éviter. Ce que l'on cherche, c'est de désarmer l'autre avec intelligence, pas d'empoisonner davantage la conversation. Une autre façon d'appliquer cette pratique est d'utiliser des questions qui redirigent la conversation vers un terrain plus constructif. Par exemple, si un client vous parle avec colère exagérée, vous pouvez dire « Quelle solution attends-tu de cela ?» Cette question transforme une attaque en un espace de collaboration, car elle oblige l'autre à cesser de se plaindre et à commencer à penser à ce qu'il veut vraiment accomplir. Ce simple mouvement change la dynamique et vous permet de maintenir votre dignité sans vous rabaisser. Répondez avec des questions et non avec des attaques, car la question ouvre, tandis que l'attaque ferme, la question donne de l'espace au dialogue. Tandis que l'attaque durcit les positions, la question reflète le calme, tandis que l'attaque montre la faiblesse. Poser des questions est l'arme de celui qui maîtrise ses émotions, de celui qui comprend que le véritable contrôle ne se démontre pas avec des cris, mais avec intelligence. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de rendre le coup. Vous pouvez déplacer votre pièce avec sagesse et désarmer l'agression avec quelque chose d'aussi simple et puissant qu'une question. C'est la différence entre réagir comme tout le monde et répondre comme quelqu'un qui maîtrise son caractère. 3. Admettez vos erreurs avec grandeur. Trébucher en public ressemble à tomber au milieu d'une foule, le bruit de l'impact, les regards fixés sur vous et la honte essayant de vous couvrir. Mais l'intéressant est que ce qui compte vraiment n'est pas la chute en soi, mais comment vous décidez de vous relever. Certains le font avec colère, niant l'évidence et essayant de blâmer les autres, tandis que d'autres se relèvent avec sérénité, reconnaissent ce qui s'est passé et continuent à marcher la tête haute. Cette différence marque le respect que vous inspirez aux autres et la paix intérieure que vous atteignez avec vous-même. Accepter une erreur n'est pas une reddition, c'est du courage. Celui qui la reconnaît démontre de la sécurité, car seul quelqu'un de fort est capable de se regarder lui-même avec honnêteté et d'admettre qu'il s'est trompé. En revanche, celui qui cache ses erreurs ou cherche des excuses transmet de la fragilité, car il révèle qu'il craint de perdre de la valeur aux yeux des autres. Les stoïciens l'ont bien compris. Sénèque disait que l'homme sage n'a pas peur de reconnaître qu'il a fait une erreur, car il sait que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Cette mentalité fait de vous le maître de votre dignité, même dans des situations adverses. Imaginez une réunion de travail où vous avez commis une erreur qui a affecté l'équipe. La réaction commune serait de se justifier pour sauver l'image, mais la réponse stoïcienne serait de dire calmement « Je me suis trompé, j'assume la responsabilité et je travaillerai à la solution ». Cette simple déclaration change complètement l'atmosphère, car au lieu de générer plus de tension, elle ouvre la porte au respect et à la confiance. Dans un environnement familial, si vous avez réagi de manière impulsive et blessé quelqu'un avec vos mots, au lieu de continuer à défendre votre attitude, vous pouvez le reconnaître. Ce que j'ai dit n'était pas bien, je me suis laissé emporter par l'émotion, et je ne le ferai plus. L'autre personne n'aura pas d'armes pour continuer à attaquer, car votre grandeur désarme la confrontation. Le conseil pratique est de vous entraîner à voir les erreurs non pas comme des taches sur votre honneur, mais comme des preuves de votre force. La prochaine fois que vous échouerez, avant de vous justifier, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que je perds si je reconnais cette erreur ? Et qu'est-ce que je gagne si je l'accepte calmement ?» Vous vous rendrez compte qu'en l'admettant, vous gagnez de l'autorité, car celui qui reconnaît son erreur est perçu comme quelqu'un d'intègre et sûr, et non comme quelqu'un de faible. Marc Aurèle a écrit que l'homme s'ennoblit en acceptant la vérité de ses actes, et c'est crucial à une époque où tout le monde cherche à avoir raison à tout prix. Reconnaître l'erreur et se rebeller contre ce besoin de paraître parfait, c'est dire « Je préfère être authentique plutôt que d'être faux pour gagner ». Ce type de grandeur génère une influence qui va au-delà des mots, car elle inspire les autres à faire de même. Une autre recommandation pratique est de ne pas vous contenter de la reconnaissance,
mais de l'accompagner d'action, car admettre sans changer est rester à mi-chemin. Si vous avez échoué dans votre travail, proposez un plan clair pour le corriger. Si vous avez blessé quelqu'un, démontrez par des actes votre intention de ne pas le répéter. Cette cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites est ce qui construit la crédibilité, tant avec vous-même qu'avec les autres. Admettre des erreurs avec grandeur, c'est choisir la voie de l'honnêteté plutôt que celle de l'orgueil, c'est montrer que votre valeur ne dépend pas de l'apparence de la perfection, mais de l'authenticité, et que le véritable respect ne se gagne pas avec des excuses, mais avec la responsabilité. C'est la différence entre celui qui s'enfonce dans la chute et celui qui se relève avec plus de force qu'avant. 4. Surmonter les préjugés avec curiosité. Les préjugés sont comme des murs érigés à la hâte, des murs qui bloquent la vue et réduisent votre monde à un coin étroit. De ce coin, vous ne voyez que ce qui confirme vos croyances, mais jamais ce qui les défie. La curiosité, en revanche, est le marteau qui abat ces murs et ouvre l'espace à un horizon plus large. Dans une confrontation, choisir la curiosité plutôt que le préjugé non seulement désarme le conflit, mais vous donne aussi le contrôle de la situation. Lorsque quelqu'un vous attaque avec une opinion chargée de jugement, la chose la plus facile est de répondre avec un autre jugement encore plus dur. Mais ce qui vous renforce, c'est de vous arrêter et de vous demander ce qui se cache derrière ces mots. Peut-être que cette personne parle de sa propre douleur, d'une peur cachée ou de la frustration de se sentir ignoré. Au lieu de réagir avec hostilité, un stoïcien a tendance à regarder calmement et à utiliser la curiosité comme un outil stratégique. Sénèque disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir, et il en va de même dans les discussions. Si vous croyez déjà détenir la vérité, vous fermez la porte à la compréhension. La curiosité au milieu d'un conflit est plus pratique qu'il n'y paraît. Lors d'une réunion de travail, lorsque quelqu'un critique durement votre proposition, vous pouvez répondre par une question simple. Quelle partie pensez-vous qu'on peut améliorer et pourquoi ? Cette attitude rompt le schéma attendu, car au lieu de vous défendre avec fierté, vous invitez l'autre à approfondir sa pensée. Dans un environnement social, si quelqu'un fait un commentaire préjudiciable à votre égard, vous pouvez répondre « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» De cette façon, vous transformez l'agression en un espace pour exposer ses raisons et dans de nombreux cas, vous mettez en évidence la superficialité de son attaque. Le conseil pratique est de vous entraîner à changer de perspective lorsque vous sentez que les préjugés veulent dominer votre réaction. Chaque fois que vous entendez quelque chose qui blesse votre ego, au lieu de chercher la réponse la plus blessante, cherchez la question qui ouvre le dialogue. Poser des questions par curiosité ne signifie pas justifier l'attaque. Cela signifie vous placer à un niveau supérieur, où vous n'êtes pas la victime de la colère, mais le maître de la conversation. Cela ne protège pas seulement votre dignité, cela vous permet aussi d'en apprendre davantage sur la façon dont les autres pensent, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Marc Aurèle conseillait que chaque fois que vous êtes confronté à quelqu'un de difficile, vous vous souveniez que cette personne agit selon ce qu'elle croit être juste, même si elle a tort. Ce rappel est clé, car il vous éloigne du préjugé de penser que l'autre veut seulement vous nuire. Peut-être agit-il par ignorance, par douleur ou par habitude. En le regardant avec curiosité, plutôt qu'avec colère, vous arrêtez de nourrir le cercle d'hostilité et vous vous placez sur le terrain de l'autocontrôle. Une autre façon d'appliquer cette pratique est de rediriger l'énergie de la confrontation vers un terrain constructif. Par exemple, lorsqu'un voisin se dispute de manière agressive à propos d'un problème dans la communauté, vous pouvez lui demander « Quelle solution vous ferait vous sentir écouté ?» Cette question, chargée de curiosité, oblige à passer de l'attaque à la recherche de solutions et transforme souvent un adversaire en quelqu'un prêt à coopérer. Surmonter les préjugés avec curiosité est un entraînement qui renforce votre esprit, car vous choisissez de voir au-delà de ce qui est dit en surface. En le faisant, vous devenez quelqu'un qui ne répond pas à partir de l'offense, mais à partir de l'intelligence. C'est ce pouvoir qui vous distingue de ceux qui réagissent avec une cécité émotionnelle. 5. Remercie même la critique la plus dure.
Les critiques ressemblent à des pierres lancées au milieu du chemin. Certaines frappent fort, d'autres ne font qu'effleurer, mais toutes vous obligent à vous arrêter un instant. Vous pouvez choisir de ramasser ces pierres et de les porter comme un poids inutile, ou vous pouvez les utiliser pour construire un escalier qui vous emmène plus haut. Ce choix marque la différence entre celui qui reste coincé dans la plainte et celui qui transforme la dureté en une opportunité de croissance. L'instinct naturel, lorsque nous recevons une critique, est de nous défendre, de justifier ce que nous avons fait, ou de contre-attaquer avec une autre blessure. Mais l'approche stoïcienne est radicalement différente. Remercier. Parce que même dans la critique la plus injuste, il y a une opportunité d'entraîner la patience, de renforcer le caractère et d'apprendre quelque chose de précieux. Sénèque le disait clairement, l'homme sage tire profit même de l'ennemi, car tout ce qui lui arrive devient matière à sa croissance. Remercier ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'on vous dit. Cela signifie reconnaître que chaque mot, juste ou injuste, peut être utilisé à votre avantage si vous choisissez de l'interpréter intelligemment. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique directement. Au travail, lorsqu'un client vous lance une critique dure, au lieu de répondre avec malaise, vous pouvez dire « Merci de l'avoir souligné, je vais le revoir et l'améliorer ». Cette réponse non seulement diminue la tension, mais transforme également la perception que l'autre a de vous, car au lieu de paraître faible, vous projetez maturité et confiance. Dans la famille, lorsque quelqu'un vous reproche une erreur avec des mots durs, vous pouvez répondre « Je te remercie de me l'avoir dit, je le prendrai en compte ». Ce simple geste désarme la confrontation, car l'autre s'attendait à de la résistance, pas à de l'ouverture. Le conseil pratique est de vous entraîner à voir la critique comme un miroir. Demandez-vous toujours quelle partie de ce que vous entendez a une part de vérité, même minime. Peut-être que la forme était injuste, mais le fond peut révéler un point aveugle que vous n'aviez pas remarqué. Cette attitude transforme chaque critique en un maître silencieux. Même lorsque la critique n'a pas de fondement, vous pouvez la remercier, car elle vous donne l'opportunité de démontrer votre maîtrise de soi et votre dignité. Remercier ne vous affaiblit pas, cela vous élève, car personne ne s'attend à de la gratitude face à l'attaque. Marc Aurèle a écrit que nous devons recevoir tout ce qui nous arrive comme faisant partie de l'entraînement de l'âme. Chaque critique, aussi inconfortable soit-elle, fait partie de cet entraînement. Adopter cette perspective vous place au-dessus du bruit, car au lieu de réagir comme tout le monde, vous choisissez de voir ce que les autres ne voient pas, une opportunité cachée. Une autre façon d'appliquer ce principe est de répondre avec gratitude, même dans les environnements les plus hostiles. Imaginez une réunion où quelqu'un cherche à ridiculiser votre travail. Au lieu de tomber dans la provocation, vous pouvez répondre « Merci pour ton commentaire, cela m'aide à le voir sous un autre angle ». Ce qui semblait être une attaque devient une démonstration de maîtrise de soi. Remercier la critique n'est pas se soumettre, c'est se maîtriser. C'est démontrer qu'aucun mot ne peut vous arracher la tranquillité ni la confiance que vous avez en vous-même. Ce type de réponse transforme le négatif en ressource positive, l'hostilité en entraînement et la dureté en élan pour grandir. La prochaine fois que vous recevrez une critique, ne la portez pas comme un poids. Recevez-la comme une pierre que vous pouvez placer sur votre chemin pour vous élever un peu plus haut. C'est la différence entre celui qui reste coincé dans l'offense et celui qui transforme la dureté en grandeur. 6. Fais du silence ta stratégie. Le silence est comme une lame cachée, invisible à l'œil nu, mais capable de couper plus profondément que n'importe quel mot. Au milieu d'une confrontation, le silence n'est pas une absence, c'est une présence multipliée. Alors que l'autre s'épuise en élevant la voix et en lançant des attaques, tu choisis de ne pas donner ton énergie et à cet instant, ton silence pèse plus que n'importe quelle réponse impulsive. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le terrain. L'instinct commun est de remplir chaque espace avec des mots, de se défendre, de justifier, d'attaquer en retour. Mais ce qui révèle un véritable pouvoir est la capacité de s'arrêter, de garder son calme lorsque tout le monde attend du bruit.
Les stoïciens valorisaient le silence, parce qu'ils comprenaient que parler sans réfléchir est de l'esclavage, et se taire intelligemment est de la liberté. Sénèque affirmait qu'il n'est pas nécessaire de répondre à chaque provocation, et que la prudence se mesure plus par ce que tu choisis de taire que par ce que tu choisis de dire. En pratique, utiliser le silence comme stratégie est plus puissant qu'il n'y paraît. Imagine une discussion au travail où un collègue perd son sang-froid et commence à élever le ton. Si tu réponds de la même manière, la réunion se transforme en champ de bataille, mais si tu gardes le silence et maintiens un regard ferme, tu obtiens deux choses. Tu ne nourris pas le feu et tu forces l'autre à se sentir mal à l'aise avec son propre débordement. Dans une situation sociale, si quelqu'un te lance une blague offensante et que tu décides de ne pas réagir, l'attaque s'évapore parce qu'elle cherchait ta réaction. Sans réponse, la provocation meurt seule. Le conseil pratique est d'apprendre à faire la différence entre se taire par peur et se taire par stratégie. Le silence lâche est celui qui naît de ne pas savoir se défendre, mais le silence fort est celui que tu choisis quand tu sais qu'aucun mot n'est nécessaire. Pour l'appliquer, avant de répondre à une confrontation, demande-toi si tes mots vont résoudre le problème ou simplement le prolonger. Si tu découvres qu'ils ne vont rien construire, ta meilleure réponse est de ne pas en donner. Marc Aurèle conseillait que l'âme tranquille n'a pas besoin de fanfaronnade ni de défense constante, car elle se soutient en elle-même. Ce principe s'accorde avec la pratique du silence. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit si tu sais déjà qui tu es. Se taire au bon moment n'est pas se rendre, c'est montrer que tu n'es pas prêt à céder ta paix intérieure pour une dispute vide. Une autre façon d'utiliser le silence est de l'accompagner de gestes fermes. Garder une posture droite, un regard fixe et un visage serein amplifie l'impact de ton silence. L'autre personne perçoit que tu ne réagis pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas, et cette différence change complètement la dynamique. Le silence devient un mur solide qui arrête l'agression sans que tu aies à lever le petit doigt. Dans les conflits familiaux ou de voisinage, lorsque l'autre partie cherche à t'entraîner dans une bagarre sans fin, le silence est un rappel que tout ne mérite pas une réponse. Tu peux choisir le moment de parler plus tard, lorsque les eaux seront plus calmes et que la raison pourra l'emporter sur l'émotion. Ce contrôle du temps est un autre aspect du silence, car ce n'est pas seulement se taire, c'est aussi décider quand parler avec impact. Faire du silence ta stratégie, c'est comprendre que toutes les batailles ne se gagnent pas avec du bruit. Certaines se gagnent avec le calme de celui qui sait attendre, de celui qui ne se laisse pas entraîner, de celui qui montre que son caractère est plus fort que n'importe quelle provocation. La prochaine fois que quelqu'un essaiera d'allumer ton feu, souviens-toi que parfois le coup le plus fort n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu décides de ne pas dire. 7. Préserve ta dignité toujours. La dignité ressemble à une armure invisible. Elle ne brille pas à la vue, ni ne fait de bruit, mais elle te protège des coups les plus durs. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots chargés de venin, la réaction la plus facile est de retirer cette armure et de répondre avec la même fureur. Mais en le faisant, tu t'exposes et tu te mets au niveau de celui qui essaie de te traîner. La dignité n'est pas de la fierté vide, c'est la fermeté de rester intègre même lorsque d'autres cherchent à te salir. Perdre sa dignité dans une confrontation est comme donner les clés de ta maison à l'ennemi. Tu laisses entrer le chaos et tu renonces au pouvoir que tu avais sur toi-même. Marc Aurèle rappelait que ce qui blesse vraiment l'homme n'est pas ce qu'on lui dit, mais ce qu'il choisit de devenir après l'avoir entendu. Cette leçon montre que la dignité est une décision quotidienne. Elle se conserve chaque fois que tu choisis de ne pas réagir comme les autres s'y attendent. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste clairement. Imagine une réunion où quelqu'un te ridiculise devant l'équipe. Si tu réponds par des insultes, tu obtiendras peut-être un moment de soulagement, mais tu perdras la crédibilité que tu as tant travaillé à construire. En revanche, si tu réponds avec sérénité, sans élever la voix et en maintenant ta position ferme, l'attention se déplacera de l'attaque vers ta capacité de contrôle.
Cette maîtrise ne désarme pas seulement ton agresseur, elle élève aussi la perception que les autres ont de toi. Le conseil pratique est d'établir un principe inébranlable. Ne laisse jamais l'émotion du moment te faire trahir ton caractère. Avant de répondre à une provocation, réfléchis si tes paroles ou actions maintiendront ta dignité intacte ou si tu regretteras plus tard d'être descendu au niveau de l'autre. Ce filtre mental devient un bouclier, car il te rappelle que le respect le plus précieux est celui que tu as pour toi-même. Sénèque écrivait que la colère nous fait toujours dire des choses que nous souhaiterions ensuite ne pas avoir dites. Cette phrase est un avertissement clair. Lorsque tu perds ta dignité au milieu d'une discussion, le dommage n'est pas seulement subi par la relation avec l'autre. Tu le subis en détruisant ta propre image. Préserver la dignité signifie parler fermement sans tomber dans la vulgarité, défendre tes idées sans avoir besoin d'humilier, te retirer d'un conflit lorsque tu comprends que continuer à discuter ne fait que consommer ton énergie. Dans le cadre familial ou social, préserver la dignité implique également de fixer des limites. Si quelqu'un insiste pour utiliser des mots offensants ou pour te manipuler avec du sarcasme, ta réponse digne peut être de te retirer de la conversation plutôt que de continuer à l'alimenter. Cette sortie n'est pas une faiblesse, c'est la démonstration que tu valorises ta paix plus qu'une victoire inutile. La dignité se mesure dans ces petites décisions qui, accumulées, définissent qui tu es. Une autre façon pratique de s'entraîner à cette attitude est de visualiser chaque confrontation comme une scène observée par des tiers. Demande-toi, quelle impression veux-tu laisser si d'autres te voient répondre de cette façon? Si tu agis avec dignité, même tes critiques devront reconnaître ton contrôle, car il n'y a pas d'arme plus forte que la cohérence entre ce que tu dis et comment tu le soutiens. Préserver ta dignité toujours signifie que peu importe la force de la provocation, tu ne cèdes pas le contrôle de ton essence. La dignité est cette armure que personne ne peut t'arracher, sauf si tu décides de la retirer. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te salir avec des mots, rappelle-toi que le véritable triomphe n'est pas de vaincre l'autre, c'est de sortir de la confrontation sans avoir trahi ton propre respect. C'est la victoire silencieuse qui distingue le fort du faible. 8. Transforme le conflit en respect. Le conflit ressemble à une étincelle dans l'obscurité, petite au début, mais capable d'allumer un incendie si elle n'est pas contrôlée. Beaucoup réagissent en ajoutant plus d'essence. Ils se disputent, crient et finissent par perdre plus qu'ils n'avaient gagné. Mais il existe une autre option. Utiliser cette étincelle pour allumer une lampe, pour éclairer un espace où il n'y avait auparavant que des ombres. Transformer le conflit en respect, c'est précisément cela, prendre une situation hostile et la transformer en une scène de croissance et de reconnaissance mutuelle. L'erreur commune dans toute confrontation est de croire qu'il s'agit de vaincre l'autre, de l'écraser pour démontrer sa puissance. Cette mentalité est celle qui transforme les disputes en guerres personnelles qui laissent des cicatrices profondes. Le stoïcien, en revanche, comprend que chaque conflit est une occasion de montrer sa maîtrise de soi et, ce faisant, d'inspirer le respect. Épictète rappelait que personne n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas, et c'est la base pour changer le cours de toute confrontation. En pratique, cela signifie changer l'objectif. N'entrez pas dans une discussion en pensant à détruire l'autre. Entrez en pensant à sortir renforcé en dignité et en sérénité. Lors d'une réunion de travail, lorsque quelqu'un vous attaque pour votre travail, au lieu de riposter, vous pouvez répondre avec des faits et garder votre calme. Cette attitude montre clairement que vous n'avez pas besoin de crier pour vous défendre, car votre sécurité se tient seule. Ce qui semblait être une attaque devient une démonstration de force qui inspire le respect même chez ceux qui ne sont pas de votre côté. Le conseil pratique est d'apprendre à rediriger l'énergie de la confrontation vers la coopération. Si quelqu'un se plaint avec dureté, demandez-lui « Quelle solution proposes-tu » De cette façon, vous passez de la plainte à la construction, et même si l'autre ne répond pas toujours avec maturité, vous aurez montré du leadership. Dans les environnements familiaux, si un conflit s'intensifie,
Vous pouvez fixer une limite en disant calmement « Nous pouvons parler de cela, mais sans nous manquer de respect ». Marc Aurèle écrivait que l'important n'est pas ce que font les autres, mais ce que vous choisissez de faire avec ce qui vous arrive. En appliquant cette vision, vous cessez de voir l'autre comme un ennemi et vous le voyez comme un miroir qui vous montre votre capacité de contrôle de soi. Chaque conflit devient un test, et chaque test réussi devient une opportunité de grandir en caractère. Cette croissance, tôt ou tard, fait que même vos adversaires vous respectent, parce qu'ils comprennent que vous n'êtes pas facile à briser. Une autre stratégie pour transformer le conflit en respect est de répondre avec cohérence, en gardant le même ton, le même calme et la même clarté du début à la fin. Le respect ne se gagne pas avec un moment de brillance, mais avec la constance de celui qui agit de la même manière dans chaque situation. Lorsque les autres remarquent que vous ne vous agitez pas, que vous ne tombez pas dans les insultes et que vous privilégiez toujours la sérénité, ils commencent à vous voir comme quelqu'un de solide, quelqu'un dont la présence n'a pas besoin de s'imposer parce qu'elle parle d'elle-même. Le conflit n'a pas besoin d'être un champ de bataille, il peut devenir une scène où vous montrez qui vous êtes vraiment. Chaque mot hostile que vous recevez est une invitation à choisir entre deux chemins, réagir comme n'importe qui ou répondre comme quelqu'un qui maîtrise son esprit.